Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition du journal en français. Tout de suite les titres. Le gouvernement débloque 10 milliards de livres pour les producteurs de cerises d'Ersal. Les éleveurs de poules seront également dédommagés. Pas de discussion en revanche sur les fonds alloués à l'armée et au FSI à l'issue de ce Conseil des ministres. Il était le plus vieux monarque en exercice. Le roi Bhumibol est mort à l'âge de 88 ans. Son fils lui succède. Une période de deuil d'1 an a été décrétée, a annoncé le chef de la junte thaïlandaise. Surprise pour le prix Nobel de littérature. Contre toute attente, c'est le chanteur Bob Dylan qui se voit récompensé par l'Académie suédoise. Le gouvernement a donc donné son OK au dédommagement des producteurs de cerises à Ersal et son Jorod. 10 milliards de livres libanaises vont être débloqués au profit du Haut Comité de secours. En raison des combats entre l'armée libanaise et les djihadistes, de nombreux propriétaires de cerisiers ne parvenaient plus à accéder à leur terrain depuis 3 ans. 2 milliards et 600 millions de livres libanaises seront également débloqués au profit du HCS afin de dédommager cette fois-ci les éleveurs de poules affectés quant à eux par la grippe aviaire. Autre avancée de ce Conseil des ministres, le déblocage des fonds alloués à l'armée et aux forces de sécurité intérieure. Le dossier de l'extension des contrats des fournisseurs mobiles sont toutefois reportés. Report également la question de la désignation d'un nouveau gouverneur au Mont-Liban. Au total, 146 dossiers attendent d'être traités par le cabinet et ils étaient à l'agenda. Et puis le Conseil s'est déroulé en l'absence de Gebran Bassil qui continue de boycotter les réunions avec ses homologues de l'éducation et de l'énergie. Le ministre des Affaires étrangères dénonce notamment depuis la fin du mois d'août la prorogation du mandat d'officiel de l'armée. Pendant la réunion, le Premier ministre Tamam Salam a appelé par ailleurs les ministres à adopter le budget de l'État pour qu'il soit soumis au Parlement, et ce alors que le pays fonctionne sans budget depuis 2005. En Syrie, les aviations syriennes et russes continuent de mener des frappes sur les quartiers rebelles d'Alep. Pendant ce temps, Moscou et Washington disent vouloir se donner une nouvelle chance d'arracher une trêve. Alors qu'ils tentent d'extraire un enfant des décombres, une nouvelle frappe à quelques mètres d'eux. Depuis mardi, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par Moscou, intensifie ses frappes sur les quartiers rebelles d'Alep. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé à la fin de cette escalade de violence. Notre priorité et notre détermination, c'est de convaincre, encore une fois, pour l'arrêt des bombardements à Alep et permettre l'accès le plus rapidement possible de l'aide humanitaire et reprendre, comme je vous l'ai dit, le processus politique. Après le gel des négociations le 3 octobre dernier décidé par Washington et l'échec du cessez-le-feu, le dialogue devrait reprendre ce week-end à Lausanne. Une réunion entre les chefs de la diplomatie russe, américaine, qatari, turque, saoudienne et iranienne. Mais déjà, le président russe Vladimir Poutine donne le ton. Je suis intimement convaincu que nos partenaires occidentaux, les États-Unis et leurs alliés, dont les principaux pays européens, portent une partie de la responsabilité pour ce qu'il se passe dans la région en général et en Syrie en particulier. Pour les Occidentaux, c'est l'inverse. Ils accusent Moscou et son allié syrien de crimes de guerre à Alep. C'est dans ce climat extrêmement tendu que Sergueï Lavrov et John Kerry vont tenter de négocier un nouveau cessez-le-feu en Syrie. Israël et la Turquie vont examiner la construction d'un gazoduc reliant les deux pays. Annonce ce jeudi à Istanbul du ministre israélien de l'énergie. Tel Aviv et Ankara ont normalisé leurs relations en juin dernier. Depuis, c'est la première fois qu'un responsable de l'État hébreu se rendait en Turquie. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Au Yémen, les États-Unis ont bombardé pour la première fois les rebelles Houthis. Washington les accuse d'avoir visé des navires américains en mer Rouge. Allégation démentie ce jeudi par les insurgés. Washington a ainsi visé 3 stations radars sur la côte de la mer Rouge.
Il était le plus vieux monarque en exercice. Le roi Bhumibol est mort à l'âge de 88 ans en Thaïlande. Il était très affaibli et malade depuis des années et jouissait d'une popularité quasi unanime dans le pays. Le prince héritier Maha Vajiralongkorn va succéder à son père. Une période de deuil d'1 an a été décrétée, a annoncé le chef de la junte thaïlandaise. Nouveau coup dur pour Donald Trump. Plusieurs femmes accusent le candidat de harcèlement sexuel. Des témoignages ont été publiés hier dans le New York Times. Julie Chouteau nous en dit plus. Aux États-Unis, les votes anticipés ont commencé. Sont-ils influencés par le dernier scandale concernant Donald Trump? Réponse le 8 novembre lors du dépouillement. Dans un article du New York Times, 2 femmes accusent le candidat républicain d'attouchement sexuel. Pour la première, Jessica Leeds, les faits sont vieux de 30 ans. Assis à côté d'elle dans un avion, Donald Trump lui aurait touché les seins et tenté de glisser ses mains sous sa jupe. Il était comme une pieuvre, ses mains étaient partout. Rachel Crooks, elle, dit avoir été agressée en 2005. Dans un ascenseur, Donald Trump aurait tenté de l'embrasser sans son consentement. Aucune des 2 femmes n'a porté plainte. C'est à la suite des propos de Donald Trump qu'elles auraient décidé de sortir de leur silence. Dimanche, lors du débat, le candidat était interrogé sur des obscénités révélées dans un enregistrement. Just for the record, though, are you saying that what you said on that bus 11 years ago, that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? You hear these things I said, and I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women. Have you ever done those things? Have respect for me, and I will tell you, no, I have not. La stratégie de Donald Trump reste aujourd'hui la même, démentir. Cet article du New York Times est une fiction et le fait que ce soit rendu public des décennies après, dans le dernier mois de campagne de l'élection présidentielle, ça veut tout dire. Pour l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, au contraire, ces accusations ne font que confirmer l'attitude irrespectueuse du républicain vis-à-vis des femmes. L'élection présidentielle approche également en France. Le premier débat de la primaire de droite, c'est ce soir à 21 h. 7 candidats tenteront de convaincre les téléspectateurs français. Axel Simon. Ce sera pour eux un grand oral. Autour de la table, 7 candidats du parti Les Républicains qui vont se retrouver tous ensemble sur le même plateau pour la première fois depuis le début de la campagne. Le duel annoncé, les 2 favoris des sondages, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Face à eux, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé et un 7e homme, Jean-Frédéric Poisson. Quant au scénario, il a été pensé et organisé au cordeau par les équipes de campagne et les organisateurs de la primaire. Une quinzaine de questions pour chacun des 7 candidats, 60 secondes maximum pour chaque réponse sur 2 thèmes, économique et social d'un côté, sécurité, identité, terrorisme de l'autre. Elles seront posées par 3 journalistes, parmi elles des questions des internautes. Les candidats pourront s'interpeller à condition de ne pas dépasser 30 secondes. Au total, chaque candidat pourra parler entre 15 et 17 minutes. L'audience sera un premier indicateur de l'attrait pour cette élection inédite. C'est la première fois que la droite organise une primaire. Les 2 prochains débats auront lieu les 3 et 17 novembre. Toujours en France, ce tollé après la publication des extraits du livre du chef de l'État. Dans ce recueil de confidences, François Hollande qualifie la justice française de lâche. La magistrature de France a répliqué. Le premier président de la Cour de cassation dénonce une vision dégradante du corps judiciaire. Les confessions de François Hollande, recueillies dans un pavé de 600 pages. Et parmi elles, cette attaque cinglante écrite contre les juges et les procureurs. Cette institution qui est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas la politique. Lâche, planqué. Des propos qui ont fait bondir les 2 plus hauts magistrats de France. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et Jean-Claude Marin, procureur général auprès de cette même cour, se sont invités à l'Élysée hier soir afin d'obtenir des explications. Un entretien d'une vingtaine de minutes au cours duquel le chef de l'État n'a pas démenti ces déclarations. Le président de la République n'a pas atténué le sentiment que la magistrature en général et les magistrats en particulier ont ressenti face à une nouvelle humiliation. Outrés, les magistrats soulèvent aussi un problème institutionnel. Il n'est pas concevable que la charge de président de la République,
qui comporte la responsabilité constitutionnelle de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire puisse être utilisée par son titulaire avec tout le poids qu'elle représente pour contribuer à diffuser parmi les Français une vision aussi dégradante de leur justice. De son côté, l'Union syndicale des magistrats se dit atterrée et appelle François Hollande à retirer ses propos, qui risquent bien de faire voler en éclats les relations entre le chef de l'État et les magistrats. En Allemagne, le suspect syrien ne présentait pas un risque de suicide imminent. C'est ce que déclarent les autorités après que Jaber El-Bakr a mis fin à ses jours en prison. Il avait été arrêté 2 jours plus tôt à Leipzig. Ce demandeur d'asile de 22 ans était soupçonné de préparer un attentat contre un aéroport de Berlin sous le compte de Daesh. Pour Alexander Hübner, son avocat, le risque suicidaire était pourtant connu des responsables de la prison. Le prix Nobel de littérature a été décerné contre toute attente à un chanteur, Bob Dylan, et le lauréat de la prestigieuse récompense à 75 ans. L'artiste est récompensé pour avoir créé de nouveaux modes d'expression poétique. C'est ce qu'a déclaré Sarah Danus, la secrétaire générale de l'Académie suédoise. De littérature pour l'année 2016 est attribué à Bob Dylan. Un lauréat surprise. Bob Dylan est le premier chanteur qui reçoit le prix Nobel de littérature. Une récompense qui a surpris tout le monde. Le jury a distingué un artiste qui a su créer de nouveaux modes d'expression poétique. Avant de s'appeler Bob Dylan, le jeune Robert Zimmerman apprend le piano à 8 ans, puis la guitare. Il découvre Arthur Rimbaud à l'adolescence et se passionne pour la musique country avant d'être fasciné par Elvis Presley. Bob Dylan est le héros de la génération Peace and Love et de la lutte contre la guerre du Vietnam. Le voici lors d'un festival de l'île de Wight en 1969. Les Beatles disaient alors « Dylan montre la voie ». Ces chansons deviennent des hymnes anti-guerre. Le prix Nobel de littérature 2016 a écrit un seul livre dans sa vie. C'est la poésie chantée par Bob Dylan qui est honorée aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le gouvernement débloque 10 milliards de livres pour les producteurs de cerises d'Ersal. Les éleveurs de poules seront également dédommagés. Autre avancée concernant les fonds alloués à l'armée et au FSI à l'issue de ce Conseil des ministres. Il était le plus vieux monarque en exercice. Le roi Bhumibol est mort à l'âge de 88 ans. Son fils lui succède. Une période de deuil d'1 an a été décrétée, a annoncé le chef de la junte thaïlandaise. Surprise pour le prix Nobel de littérature, contre toute attente, c'est le chanteur Bob Dylan qui se voit récompensé par l'Académie suédoise. Merci de votre attention, très bonne soirée à toutes et à tous.